Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir, nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne, aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant. C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi. Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eue, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé », sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue. J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter. L'histoire de Clémence s'arrête ici. Elle s'arrête sous les lumières de Paris, mais je sais que pour vous, peut-être, elle continue. Vous vous demandez ce que vous auriez fait à sa place, n'est-ce pas? Auriez-vous choisi la colère, ou le silence digne? Il n'y a pas de bonne réponse, seulement notre propre chemin à tracer. Si, dans ces murmures de ma mémoire, vous avez reconnu une partie de votre propre parcours, un instant de lucidité face à l'inacceptable, alors, aidez-moi à le savoir. Un simple commentaire, juste un mot. Votre présence ici, à la fin de cette longue confidence, est mon encouragement le plus précieux pour continuer à raconter. Si ces réflexions vous ont touché, prenez le temps de laisser un signe de votre passage. Et si vous souhaitez retrouver ces moments de vérité brute, ces récits qui font réfléchir, abonnez-vous à la revanche silencieuse. C'est ainsi que nous resterons en contact. Pour l'instant, je vous laisse avec ces quelques images. À très bientôt, peut-être, pour une autre histoire qui nous rappellera la force tranquille qui sommeille en nous. Prenez bien soin de vous. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères. Ceci est une œuvre de fiction entièrement reconstruite afin qu'aucun événement ni personnage réel ne puisse être identifié.
Ce qui va être raconté est l'histoire des choix intérieurs et des limites silencieuses d'une femme, racontée à travers son point de vue. J'étais debout dans notre chambre. La lumière du petit matin filtrait à peine entre les volets. Antoine était parti pour son premier rendez-vous, laissant derrière lui son téléphone sur la table de chevet. Ce n'était pas la valeur des bijoux qu'il avait oublié, mais quelque chose de bien plus fragile. J'ai vu le nom, Sophie, et le court message qui parlait d'une nuit manquée. Mon premier réflexe n'a pas été de pleurer, c'était de me demander quelle serait la meilleure stratégie pour gérer cette annonce. Il pensait, cet homme dont le cabinet générait des centaines de milliers d'euros de bénéfices par an, que mon silence était une faiblesse, une ignorance polie. Il ne savait pas que ce silence, c'était moi qui observais, qui mesurait l'étendue exacte de ce qui venait de s'effondrer. J'ai posé le téléphone. Je n'ai rien dit à haute voix. Juste un mouvement, un seul, pour me diriger vers la porte. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Ce matin-là, l'air était vif. Très vif. Un de ces matins d'automne à Paris où l'on sent le froid mordre, même sous le meilleur des manteaux de cachemire. J'avais 45 ans. Clémence Dubois. Responsable des relations publiques pour une maison de communication réputée ici, près de la Madeleine. 8 années passées à maîtriser l'art subtil de faire dire ce que l'on voulait aux journaux. J'étais, je crois, plutôt douée. Décidée. Résiliente, disait-on. Mais jamais, au grand jamais, je n'avais imaginé que ma propre vie deviendrait la une des tabloïds que je passais mon temps à calmer. Tout a commencé avec une chose si simple. Un chargeur de téléphone égaré dans la chambre. J'étais en retard pour une réunion importante, je cherchais l'objet, et j'ai vu le téléphone d'Antoine posé sur la table de chevet. Il avait oublié le sien. C'est là qu'une notification a vibré, très légèrement. Je n'étais pas une fouineuse, vous savez. Jamais. Mais le nom qui est apparu, je ne le connaissais pas. Sophie. Et juste en dessous, le sujet du message, manqué la nuit dernière. J'ai senti mon cœur, là, dans ma poitrine, faire un bond étrange, presque mécanique. Il n'y a pas eu de cri. Seulement ce silence froid qui monte, lentement. J'ai ouvert la conversation. Et là, les échanges. Les plans pour dîner dans ces restaurants chers qu'Antoine ne mentionnait jamais. C'était là, écrit noir sur blanc. La définition même de l'adultère. J'ai relu 1 fois. 2 fois. La pièce autour de moi semblait s'étirer. Antoine, mon mari, ce dermatologue respecté, avec sa patientèle de gens aisés de Neuilly-sur-Seine. Tout cela n'était qu'une façade. Je n'ai pas pleuré. Je crois que mon cerveau de professionnel des relations publiques a pris le dessus, très vite. Il fallait gérer la crise. La mienne. C'était à 17h47, je m'en souviens avec une précision que je n'ai plus pour les vacances d'été. J'ai marché jusqu'à son cabinet, sous un prétexte habituel. Lui apporter son déjeuner oublié. Un geste de femme dévouée, un geste que j'avais fait 100 fois. Mais cette fois, je savais. Je savais que Sophie l'attendait dans son bureau privé. Je savais tout, et pourtant, j'étais étrangement calme. Une absence de sensation. J'ai frappé doucement à la porte. Sans attendre, j'ai tourné la poignée et je suis entré. Ils étaient là. Antoine, dans sa blouse blanche, penché bien trop près de cette femme en robe noire de créateur. Le temps s'est figé. Sophie est devenue pâle. Antoine, la bouche ouverte. « Bonjour, chérie », ai-je dit. Ma voix était parfaitement droite. « Je vois que vous êtes occupé. » Il marmonna quelque chose d'incompréhensible. Je n'écoutais plus. Je n'avais pas de place pour le chagrin à cet instant précis. Il menaçait de tout engloutir. J'ai regardé Sophie une dernière fois.
Son visage m'était vaguement familier. Une maquilleuse connue des salons de la rue Saint-Honoré, qui commençait récemment des soins de la peau avec Antoine. J'ai reporté mon regard sur mon mari. Je ne suis pas là pour me battre, ai-je dit, ma voix est restée fraîche. J'ai terminé. Ces 3 mots, ils ont dû résonner comme une onde de choc, je suppose. Antoine a bégayé, il a fait un pas en avant, comme pour s'expliquer. Mais je n'avais pas besoin d'explication. Je ne voulais pas de la satisfaction de le voir supplier. J'ai tourné les talons, et je suis sortie avec autant de calme que j'étais entrée. La porte s'est refermée derrière moi. Marcher jusqu'à ma voiture fut surréaliste. Étais-je en train de vivre ma propre vie? Je me demandais si j'aurais dû hurler, lancer des insultes, exiger des réponses. Mais quelque chose au fond de moi, une nouvelle petite chose, lui refusait cette satisfaction. J'ai rassemblé le peu de maîtrise qui me restait. J'ai démarré la voiture, j'ai mis la première, et j'ai roulé. Les larmes ont failli monter, menaçant de couler. Je les ai clignées très vite. J'avais fini de pleurer pour lui. J'avais fini d'être l'épouse fidèle, l'accessoire confortable dans sa vie. Non. Cette fois, je ne m'effondrerai pas. Je ne lui donnerai pas ça. Et je ne le savais pas encore, mais ce départ silencieux était le premier pas vers un monde que je n'aurais jamais osé rêver. La porte du cabinet de mon mari s'était refermée. Et avec elle, une partie de ma vie. Dans la voiture, le silence était lourd. Plus lourd que le bruit d'une dispute, plus dense que n'importe quel mot que j'aurais pu prononcer. Je me demandais, en serrant le volant, si ce n'était pas là, dans ce silence, ma plus grande force. Pourquoi ne hurlais-je pas? Pourquoi ne m'effondrais-je pas là, sur le siège en cuir, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils? Je ne savais pas. Je savais juste que si je m'arrêtais, si je donnais une seule larme à Antoine, il aurait gagné. Il aurait eu la satisfaction de voir son monde, notre monde, s'écrouler sous le poids de sa propre légèreté. Et je refusais de lui offrir ce spectacle. J'ai forcé mon pied à appuyer sur l'accélérateur. Il fallait avancer. Il fallait sortir de ce quartier de Neuilly, sortir de cette coquille d'épouse parfaite. Mon premier arrêt ne fut pas la maison. Non. C'était un endroit beaucoup plus sûr. Le petit salon d'une amie, puis, rapidement, l'appel à Émilie. Ma sœur, à Lyon. Émilie a toujours eu cette capacité, une logique presque clinique, mêlée à une empathie qui réchauffait. Je lui ai raconté, sans aucun détail inutile. Juste les faits. J'ai vu, et j'ai dit que j'avais terminé. Il y eut un long moment où je n'entendis qu'un souffle de sa part. Puis, sa voix, ferme, « Et maintenant, Clémence? Que fais-tu maintenant ?» C'est elle qui m'a ramené à la réalité professionnelle que je connaissais si bien. Elle m'a aidé à séparer les émotions des démarches. C'est chez elle, sur son canapé, que j'ai passé la nuit, une nuit sans sommeil, mais étrangement sans cauchemar. Nous avons mangé en parlant, mais pas du travail. Il m'a parlé de ses débuts, de sa jeunesse sans extravagance à Seattle, des premières nuits blanches pour lancer sa technologie. Je lui ai parlé de mon enfance à San Diego, de mon lien avec Émilie. Puis, il y a eu ce moment, où son regard est devenu plus pensif. « Et Antoine ?» a-t-il demandé doucement. Mon corps s'est raidi. Était-ce trop tôt? Devais-je mentir? J'ai hésité, puis j'ai senti que l'honnêteté était la seule voie possible pour ne pas transformer cette rencontre en un autre jeu de rôle. Nous sommes en instance de divorce, ai-je dit, baissant les yeux vers mes pattes. Il m'a trompé, et je suis parti. Maxime n'a pas dit grand-chose. Son expression est restée un moment indéchiffrable. Je suis désolé pour cela, a-t-il murmuré. Personne ne mérite ça. J'ai haussé les épaules, essayant de masquer la douleur qui persistait.
Ils sont retombés dans un silence contemplatif. Et puis, il a posé sa main sur la mienne, juste un bref contact, chaud, pour réconforter. Ce n'était pas une déclaration. C'était un geste de soutien. Et pourtant, un courant électrique, minuscule, a traversé mon cœur. Je n'ai pas retiré ma main. J'ai senti que cette connexion, ce fil invisible entre le client et la consultante, était en train de se transformer en quelque chose d'autre. Une possibilité. Une possibilité qui m'effrayait, mais qui réveillait aussi une partie de moi que je croyais morte le jour où j'avais découvert le téléphone. Les jours qui suivirent ce dîner partagé dans mon bureau furent étranges. Je m'étais promis de ne rien laisser transparaître, mais les rumeurs à l'agence continuaient de fleurir. Puis, Maxime a posé une enveloppe brillante sur mon bureau, scellée d'un sceau doré. C'était une invitation pour le Gala des innovateurs de Paris. Un événement où l'on voit les plus grands noms de la finance et les célébrités se côtoyer. Je souhaite que vous soyez mon invité, Clémence, avait-il dit, ses yeux cherchant les miens. En tant que conseillère, bien sûr. Et, en tant que ma cavalière. C'était une reconnaissance publique que je n'avais pas anticipée. Mon cœur s'est emballé. Après toutes mes réserves, après avoir vu la folie qui me guettait, j'ai dit oui. J'ai choisi d'accepter cette lumière, même si elle attirait les ombres. Et les ombres ne se sont pas fait attendre. Le soir du gala, nous sommes arrivés. Les flashs des photographes étaient une vague, une onde de choc qui me frappait directement. Je me suis blotti un peu plus sous le bras de Maxime. Il dégageait une telle assurance, il saluait les gens avec une grâce naturelle, il me présentait à des personnalités influentes, des patrons de presse, des artistes. Je me suis tenue droite, j'ai utilisé toute mon expertise en relations publiques pour sourire, pour répondre poliment. Mais sous le sourire, il y avait cette vieille douleur, ce souvenir d'Antoine qui me regardait comme un objet décoratif lors de telles soirées. Maxime, lui, semblait me voir comme une égale. C'était là toute la différence. Pourtant, le lendemain, le chaos est revenu. Les gros titres parlaient de la « nouvelle mystérieuse » du PDG. Et dans le même temps, Antoine, mon futur ex-mari, a décidé de jouer sa dernière carte. Je l'ai vu, en direct, lors d'une interview sur une chaîne d'information locale. Il se posait en victime blessée, insinuant subtilement que j'aurais préparé ce rapprochement avec Maxime bien avant la fin de notre mariage. Il a tourné la situation. Il me faisait passer pour l'opportuniste. Quand j'ai vu son visage, ce mélange d'indignation feinte et de suffisance, une colère froide, mais réelle, m'a envahi. Comment osait-il ? Moi, celle qui avait été trahie. J'ai claqué mon ordinateur portable. Je devais lui parler. J'ai composé son numéro, pour la première fois depuis des semaines. Il a répondu immédiatement. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» ai-je exigé, ma voix basse, tremblante de rage contenue. Il a ri, ce rire froid, suffisant. Je raconte ma version, Clémence. Tu as dit que j'étais un trompeur. J'ai le droit de me défendre. Tu es un trompeur, ai-je sifflé. Ne parle pas de moi. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir. Maxime est arrivé peu après, alerté par mon absence prolongée. Il a vu mes yeux rouges. Il n'a rien dit, il m'a juste prise dans ses bras. Je me suis effondrée contre lui, laissant échapper toute cette colère tenue. Les gens parlent, m'a-t-il murmuré dans mes cheveux. Mais nous ne contrôlerons jamais leurs mots. Nous contrôlons notre réaction. Tu n'es pas seule, Clémence. J'ai repensé à ce désir de fuir, de me retirer pour ne pas le compromettre, lui, avec mon drame. Mais si je m'enfuyais maintenant, je donnerais raison à Antoine. Je laisserais les tabloïds dicter ma fin. Non. Je n'abandonnerai pas cette nouvelle possibilité. Ce n'était pas la vengeance que je cherchais.
C'était le droit d'exister sans être défini par le passé. Je me suis redressée, essuyant mes joues. J'allais faire face. Pour moi. Et pour lui. Le retour à Paris, même avec le soutien de Maxime, avait été épuisant. Les journalistes attendaient encore parfois devant mon immeuble, comme des mouettes affairées au-dessus d'un bateau naufragé. Les commentaires en ligne, les insinuations, tout cela finissait par user même la plus solide des armures. Une semaine après le gala, après avoir géré la crise de mon client célèbre pour l'agence, j'étais à vif. Un soir, après une longue journée passée à essayer de mettre au point la stratégie européenne, Maxime est venu à mon bureau. Il n'a pas parlé du travail immédiatement. Il s'est assis, il m'a regardé, et j'ai senti qu'il voyait au-delà de mon blazer bien coupé. « Clémence, m'a-t-il dit, nous devons nous extraire de tout cela. Le bruit. Les flashs. La ville. Je ne parle pas de fuir, mais de prendre une pause. Un vrai réajustement. » Il a mentionné sa propriété dans la vallée de la Loire. Un lieu où il allait se ressourcer, disait-il, loin de la bourse et des conseils d'administration. J'ai d'abord hésité. Trop de travail, trop de réunions à rattraper. Mais l'idée de ne plus entendre le bruit des moteurs des taxis ou le murmure incessant des commérages, c'était une tentation trop forte. Il a ajouté, avec ce sourire rassurant, « Nous pouvons travailler à distance, Clémence. Mon avion nous y emmènera en 1 heure. Nous aurons tout l'équipement nécessaire. Et nous aurons besoin de ce calme. » J'ai accepté. La nécessité de respirer a pris le pas sur le devoir professionnel. 2 jours plus tard, nous étions à l'aérodrome privé au nord de Paris. L'intérieur de l'appareil était d'un luxe discret, du gris moelleux, du cuir. Personne ne nous a regardés. L'ascension fut rapide, et bientôt, sous le hublot, Paris n'était plus qu'une carte, puis une tache vague. L'arrivée près de Tours fut douce. Un SUV nous attendait. La route vers la villa était bordée de vignes, leurs feuilles d'or et de pourpre, un spectacle magnifique. La propriété, c'était une ancienne demeure en pierre, mais rénovée avec une élégance moderne, donnant directement sur la Loire. L'air était frais, oui, mais c'était un air propre, qui sentait la terre et l'eau. C'est une poésie, ai-je soufflé en entrant sur la terrasse. Il a passé son bras autour de ma taille, un geste devenu presque naturel, familier. Il m'a expliqué qu'il venait ici pour entendre l'eau et ses pensées. Ici, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait que le rythme de l'eau qui berçait les fondations. Nous avons trouvé un rythme immédiat. Le matin, café sur la terrasse, nous parlions affaires, mais sans urgence. L'après-midi, nous laissions les ordinateurs de côté, marchant le long des berges, laissant le soleil d'automne dorer nos visages. Et le soir, pas de dîner de gala, mais du poisson grillé, des légumes frais, un verre de Sancerre. Dans cette cuisine immense, loin des projecteurs, j'ai senti que je pouvais enfin enlever mon masque. C'était le premier véritable repos depuis des mois. Le début d'une acceptation, lente, très lente. Les jours à la villa se sont installés comme une douce habitude. Le matin, le travail, l'après-midi, les promenades le long des berges, le soir, une cuisine simple, sans les dîners guindés de Paris. C'est dans ces moments-là, loin de toute obligation professionnelle, que j'ai commencé à voir l'homme derrière le PDG. Maxime n'était pas un conquérant, il était attentif. Il me demandait ce que j'aimais écouter, les musiques de mon adolescence, les endroits où j'aurais voulu voyager si je n'avais pas été prise dans le tourbillon de ma vie. Il ne m'a jamais interrogé sur Antoine, pas directement. Il sentait sans doute la douleur encore vive. Et c'était cela, sa force. Il n'essayait pas de me réparer. Il attendait patiemment que je sois capable de parler moi-même. Un soir, nous étions sur la terrasse. Le soleil avait disparu, laissant place à un ciel d'un bleu très profond, et le feu crépitait doucement dans le foyer extérieur.
Nous avions bu un verre de vin blanc du cru local. Je me sentais étrangement légère. Mon cœur, après tant de mois de turbulences émotionnelles, semblait enfin retrouver un rythme régulier, comme les vagues légères sur la Loire. Maxime s'est tourné vers moi. Son regard, qui d'habitude était si pénétrant, était devenu doux. Il a levé la main, lentement, et a effleuré ma joue. « Vous avez traversé tellement de choses, Clémence, a-t-il murmuré. Et vous êtes toujours là. Vous vous battez encore. Cela m'étonne. » Mes yeux se sont embués. J'ai eu envie de lui dire que je n'en pouvais plus de me battre, mais que peut-être, seulement peut-être, il y avait une autre voie. Je suis fatiguée de me battre, ai-je admis, la voix à peine audible. Mais j'apprends qu'il y a une vie après la trahison. Une vie, différente. Il a souri. Ce sourire tendre, juste un léger mouvement des lèvres. Je vous promets qu'elle existe. Il s'est penché. Ce baiser qui a suivi, il n'avait rien de la précipitation d'une liaison secrète. C'était une caresse lente, une permission mutuelle. Ce n'était pas une conquête, c'était une acceptation. En cet instant, j'ai compris que les rumeurs de l'agence n'étaient pas vaines. Il y avait bien quelque chose entre nous, plus profond que l'expertise. C'était une possibilité d'amour, un amour qui ne remettait pas en question ma valeur, mais qui la reconnaissait. La peur était là, oui, la peur de m'ouvrir à nouveau. Mais l'apaisement était plus fort. Je suis restée là, immobile, laissant ce moment se fixer dans ma mémoire. Si vous êtes encore là, à écouter ces mots qui se murmurent au coin du feu, faites-le moi savoir en laissant un simple « une minute » en commentaire. Votre présence est mon encouragement le plus précieux pour continuer ce récit. Je voulais savoir que je n'étais pas seule à partager ce souvenir intime, cette lueur d'espoir fragile. Le retour fut brutal. Le bruit de la ville, la pression de l'agenda, tout s'est abattu sur moi comme un mur. Maxime et moi avons atterri, et les photographes étaient là, comme si on leur avait envoyé un signal. Mais la fatigue de la Loire s'était un peu installée, me donnant une carapace invisible. De retour à l'agence Résonance, c'était le chaos. Madame Moreau était au bord de la crise de nerfs. Un autre client, un acteur célèbre, menaçait de rompre son contrat à cause d'allégations en ligne. Je devais gérer cette nouvelle tempête, tout en gérant la mienne. Mon corps était là, mais mon esprit luttait pour ne pas se laisser submerger. Je me suis lancée dans les déclarations, les conférences téléphoniques. Je ne dormais presque plus. C'était le seul moyen de ne pas penser. Pendant ce temps, Antoine n'avait pas cessé ses manœuvres. Il avait donné une autre interview, suggérant que j'avais été impliquée avec Maxime avant même la fin de notre mariage. Une insinuation sans fondement, mais dans la presse à scandale, sans fondement ne veut rien dire. Cela suffit à créer une histoire. Je suis rentrée un soir, après 72 heures de travail intense, et j'ai vu des paparazzi camper devant mon immeuble. Ce n'était plus seulement mon divorce. C'était devenu un spectacle public, et j'avais l'impression que les jugements pleuvaient sur moi, à chaque flash de caméra. J'ai vu un article viral, une question en gros titre, « Madame Dubois, opportuniste ou coupable ?» Mon estomac s'est noué. L'épuisement, le travail, et maintenant cette tentative de redéfinir ma souffrance comme une faiblesse. Ce soir-là, j'ai appelé Maxime, la voix tremblante. Je suis juste, lasse, ai-je avoué. Il m'a rassuré, bien sûr, parlant de son équipe de communication. Mais je savais que je devais gérer mon propre récit. C'était mon combat. Puis, le tournant inattendu. Pas venant de moi, ni de Maxime. Quelques jours plus tard, Émilie m'a appelé. Elle avait une nouvelle, Sophie, la femme avec qui Antoine m'avait trompé, avait fait une déclaration publique. Elle confirmait l'existence de la liaison. Elle disait qu'Antoine était un homme qui avait pris de mauvaises décisions, mais elle ne laissait planer aucun doute sur le fait qu'elle était la cause de la rupture.
J'ai lu cette déclaration. J'ai relu. Je m'attendais à un sentiment de triomphe, de la satisfaction de voir Antoine exposé. Mais je n'ai rien ressenti de tout cela. Seulement une fatigue immense. Une tristesse apaisée. Ce n'était pas la vengeance qui m'intéressait. C'était la paix. La vérité était sortie, pas par ma bouche, mais par la sienne. Et cela signifiait que la négociation de divorce allait enfin pencher en ma faveur. Je n'avais plus à me battre contre son mensonge. J'ai regardé la ville par la fenêtre de mon bureau. Le bruit de Paris était toujours là, mais il me semblait soudain, lointain. J'avais ma vérité. Il était temps de me concentrer sur ce qui restait. Sur Maxime. Les papiers du divorce avec Antoine ont été signés. Cela s'est fait sans drame supplémentaire, la vérité révélée ayant désarmé toute velléité de lutte prolongée de sa part. Le bruit médiatique, lui, s'est calmé, comme toutes les vagues finissent par s'apaiser. Et c'est dans ce calme relatif que Maxime et moi avons commencé à construire, doucement, à deux. Notre relation n'était plus une affaire secrète, mais elle restait discrète, une bulle à l'abri de l'agitation. Nous passions nos soirées dans mon petit appartement, puis de plus en plus souvent dans le sien, à Paris. Fini les longs dîners mondains forcés. Place à des discussions sur le fond. Maxime avait cette envie de laisser une trace, pas seulement financière, mais utile. Nous passions des heures à parler de ce que son empire technologique pouvait faire pour la France. Je me suis retrouvée à utiliser mon expertise en communication non pas pour protéger un client, mais pour promouvoir des causes qui me tenaient à cœur. Nous avons décidé de financer des bourses d'études pour de jeunes femmes intéressées par les métiers de l'ingénierie et les énergies propres. Pour moi, c'était plus important que n'importe quel lancement de produit. C'était un moyen d'honorer cette force que j'avais redécouverte en moi. Je n'étais plus seulement une épouse ou une professionnelle. J'étais une partenaire qui avait une voix. Maxime m'écoutait. Il attendait mon avis. Et c'est là que résidait toute la différence. Pourtant, l'ombre du passé restait une cicatrice. Parfois, en regardant Maxime, si sûr de lui, si puissant, une petite voix me demandait, et si cela changeait? Et si, un jour, la pression du monde extérieur le faisait glisser vers la facilité, l'erreur? Je le voyais gérer des millions d'euros avec une aisance déconcertante, et je me demandais si l'humain en lui pourrait supporter le poids d'un engagement durable. Cette peur était là, sourde. Mais il suffisait d'un regard. Un soir, alors que nous regardions les lumières de Paris scintiller depuis le balcon, il a simplement pris ma main. Il ne m'a fait aucune promesse grandiose. Il a juste murmuré, « Nous avons bâti quelque chose de vrai, Clémence. Je ne veux pas revenir en arrière. » Ce n'était pas la même chose que l'engagement d'Antoine, car ce n'était pas un engagement basé sur le confort ou la possession. C'était un engagement basé sur ce que nous avions traversé ensemble, et ce que nous voulions bâtir. J'ai souri, un vrai sourire, qui atteignait mes yeux cette fois. Je respirais. J'acceptais cette nouvelle vie. Ce n'était peut-être pas éternel, mais c'était vrai, maintenant. Et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir, nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne,
aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant. C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi. Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eu, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé », sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue. J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter. Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir, nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne, aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant. C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi. Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eu, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé », sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue.
J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter. Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir, nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne, aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant. C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi. Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eue, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé », sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue. J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter. Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir, nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne, aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant. C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi.
Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eue, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Dès l'aube, la machine s'est remise en marche, mais cette fois, elle était entièrement mienne. Je n'ai pas voulu de confrontation, pas de négociation face à face sur les comptes, sur la maison. Cela aurait signifié m'asseoir en face de lui, respirer le même air que son mensonge. Non. J'ai pris mon téléphone. J'ai rédigé un message. Simple. Froid. Un message que je n'aurais jamais cru capable d'envoyer. Antoine, j'ai contacté un avocat. Veuillez adresser toute communication concernant notre mariage à mon conseil, Maître Lefebvre. Elle prendra contact avec vous. C'est terminé pour nous. Puis, j'ai éteint le téléphone. Coupé. Le silence que j'avais choisi dans son bureau, je l'imposais maintenant à notre vie entière. Si Antoine voulait se battre pour ce qu'il avait détruit, il le ferait par procuration. Je n'avais plus de temps à accorder à ces explications. J'étais en mode préservation. Le lendemain, j'ai commencé à faire mes cartons, laissant derrière moi la grande maison confortable de la banlieue pour un petit loft, tout en verre et en béton, au cœur de Paris. C'était chaotique, épuisant. Mais chaque boîte que je fermais, chaque objet que je laissais à ma sœur, me donnait l'impression de laisser derrière moi un rôle que je n'avais plus envie de jouer. Je n'étais plus seulement une femme blessée. J'étais une femme qui commençait, très prudemment, à se reconstruire, brique par brique. Et cette reconstruction, elle devait commencer par le travail. Mon seul ancrage familier. Après avoir réglé les premières démarches, il fallait absolument que je me noie dans le travail. C'était la seule bouée de sauvetage que je connaissais. Chez Agence Résonance, j'ai plongé tête baissée dans les dossiers, jonglant avec les projets pour éviter les heures vides dans mon petit appartement parisien. Je me devais d'être irréprochable. C'est Madame Moreau, ma directrice, qui m'a convoqué une semaine plus tard. Elle avait l'air tendue. Elle a posé un dossier devant moi, un dossier plus épais, plus intimidant que tout ce que nous avions géré auparavant. Clémence, a-t-elle dit, sa voix plus basse que d'habitude, nous avons décroché le contrat le plus important de l'histoire de l'agence. Un compte qui vaut des millions d'euros de rétention annuelle. C'est Maxime Leclerc. Leclerc Technologies. Le nom résonnait différemment des autres. Un homme dont la fortune se chiffrerait en milliards d'euros, qui bousculait le paysage automobile français avec ses innovations électriques, rivalisant avec les grands noms historiques. Le silence s'est fait dans le bureau, même Madame Moreau semblait impressionnée. Il me fallait la meilleure stratégie. Il me fallait être la meilleure. J'ai accepté le défi, bien sûr. Il le fallait. Même si, au fond, mon cœur était encore une maison en rénovation, mon esprit professionnel exigeait de répondre présent. Une semaine plus tard, j'étais là, au siège de Leclerc Technologies. Un immeuble de verre et d'acier, symbole de modernité, qui dominait un quartier d'affaires en pleine mutation. J'étais en avance, comme toujours, avec mon tailleur le plus ajusté, mes notes stratégiques en main. Je voulais que cette première impression soit irréprochable. La salle de conférence était baignée de lumière. Et là, seul, de dos, se tenait un homme. Sa silhouette était distinctive. Des épaules larges, une posture de confiance absolue. Il regardait la ville. Les lumières de Paris, déjà vibrantes sous le soleil déclinant, se reflétaient faiblement sur la baie vitrée. Il ne s'était pas retourné. Je suis resté un instant sur le seuil, mon ordinateur portable serré contre moi. Qui était cet homme dont le nom remplissait les pages du Financial Times et du Monde économique ?
Je me suis sentie petite, soudainement. Était-ce une épreuve? Pouvais-je vraiment gérer l'image d'un tel magnate, alors que ma propre image venait d'être salie par un simple SMS? J'ai avancé lentement, le faisant craquer le parquet sous mes talons. Monsieur Leclerc? Bonjour, Clémence Dubois, de l'agence Résonance. Il s'est retourné. Ses yeux? Il y avait une intensité que je n'avais jamais vue chez Antoine. Une clarté, une franchise. Un homme qui savait exactement où il allait. Il m'a souri, un sourire bref, professionnel. Mais en croisant son regard, j'ai senti que cet homme, malgré son titre et sa fortune, était peut-être différent. Je me suis demandé, parfois, les portes nouvelles s'ouvrent juste au moment où l'on croit que tout est fini. Est-ce le destin qui me teste, ou qui me tend une main inattendue? Je me le suis vraiment demandé, là, dans cette salle de réunion froide et brillante. Les semaines qui suivirent ce premier rendez-vous professionnel furent une course contre la montre. Nous préparions ensemble le lancement européen de Leclerc Technologies. Nos réunions, d'abord planifiées, sont devenues moins formelles. Des appels vidéo tardifs, parfois après 20 heures, où l'on discutait des nuances d'une campagne de communication. Maxime avait cette vision, cette capacité à simplifier des concepts complexes, et il écoutait mes conseils. Vraiment. Je sentais mon esprit s'activer, non pas par obligation, mais par intérêt sincère. Naturellement, les murmures ont commencé à l'agence. On m'appelait la meilleure stratège, mais les plus jeunes chuchotaient autre chose, j'imagine. J'essayais d'ignorer ces bruits de fond. Mon rôle était clair, c'était le client le plus important de l'année. Mais je ne pouvais nier que sa présence était réconfortante. Moins stressante que le silence de mon appartement. Un soir, j'étais resté très tard. La tour de l'agence était presque vide. Seul le bourdonnement discret de la climatisation et le bruit de mon propre clavier rompaient le calme. J'étais en train de finaliser une présentation délicate pour la semaine suivante. Un coup frappé à ma porte m'a fait sursauter. Ce n'était pas une assistante. C'était Maxime. Il était dans son costume habituel, sobre, mais il tenait 2 boîtes de repas à emporter. Il avait un sourire doux. « Vous ne devriez pas travailler si tard sans dîner », m'a-t-il dit simplement. J'ai cligné des yeux. Il était là, dans mon bureau, fermant la porte derrière lui. J'étais dans le quartier pour un autre projet. Je me suis dit que je passerais voir où en était la présentation. Et puis, j'ai pensé que vous auriez peut-être faim. J'ai senti une chaleur monter à mes joues. C'était une attention si simple. Si humaine. Merci, c'est très gentil de votre part, Maxime. Il a posé les boîtes sur mon bureau. Des nouilles au basilic épicé pour moi, des pâtes au pesto crémeux pour lui. Un mélange étrange, italien et un peu audacieux. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé », sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue. J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter. Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir,
Nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne, aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant. C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi. Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eue, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé », sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue. J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter. Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir, nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne, aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant. C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi. Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eue, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé »,
sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue. J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter. Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir, nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne, aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant. C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi. Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eue, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé », sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue. J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter. Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir, nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne, aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant.
C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi. Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eue, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé », sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue. J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter. Nous sommes ici, maintenant. Le temps a passé, vite, comme il le fait toujours quand on est vraiment occupé à vivre. Il y a eu cette petite cérémonie, discrète, au bord de la Loire, le jour où nous avons décidé de sceller notre engagement. Un moment simple, avec Émilie et quelques personnes de confiance de Maxime. Pas de scandale, pas de grandes annonces. Juste une promesse renouvelée, loin des flashs. Ce soir, nous sommes sur la terrasse de notre appartement parisien. La ville s'étale sous nous, comme une mer de lumière, calme maintenant. Maxime est derrière moi, ses bras autour de ma taille. Son menton repose doucement sur mon épaule. Nous restons là, sans parler, juste en écoutant le bourdonnement lointain de la vie parisienne. Je repense à ce chemin parcouru. De la froideur de cette chambre d'automne, aux jours passés à me reconstruire dans l'ombre. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, des soirs où je me demandais si ce bonheur n'était pas trop beau pour être vrai. Mais ce qui me rassure, ce n'est pas la richesse autour de nous. C'est la simplicité de cet instant. C'est la façon dont il me tient, sans rien attendre en retour, si ce n'est ma présence. Antoine, dans son arrogance maladroite, avait jugé la surface, la façade de notre vie. Il croyait que l'argent et le prestige étaient les seuls remparts contre l'ennui. Son échec, ce n'était pas son manque de moyens, c'était son mépris pour ce qu'il croyait être une simple commodité, moi. Il n'a jamais compris que la véritable force résidait dans le calme intérieur, dans cette dignité que l'on refuse d'échanger contre une dispute publique. Sa propre chute n'a été que le reflet de son vide. Il cherchait une validation externe, et quand il ne l'a plus eue, il a préféré détruire l'autre plutôt que de se regarder en face. C'était là sa fragilité profonde, sa peur de l'immobilité, de la femme qui se tient droite, sans avoir besoin de crier pour être entendue. Quant à ma propre victoire, elle n'a rien à voir avec la signature des papiers ou l'éclat des bijoux. Ma victoire, elle réside dans le fait d'avoir dit « j'ai terminé », sans résolution amère, sans vouloir le voir souffrir autant que moi j'ai souffert. C'est dans le choix de m'éloigner en silence, non par rancune, mais par refus de participer au drame. C'est en décidant de vivre selon mes propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est le témoignage de ce que l'on peut devenir, une fois qu'on ose laisser partir ce qui nous diminue. J'ai fait mon chemin. Je suis là. Et Maxime est là, parce qu'il voit ce chemin, et non pas seulement ce qu'il peut m'apporter.